Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 4e focus de la chaîne. Alors aujourd'hui on ne parlera pas de dinosaures ni de ce gros poulet, même si vous l'attendez peut-être. Non, aujourd'hui on va parler de quelqu'un de plus proche de nous. En effet, la créature dont nous allons parler est en quelque sorte notre arrière. A few moments later. Arrière. 2 hours later. Arrière-grand-père ou grand-mère. Suite à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, les mammifères ont enfin pu se diversifier et coloniser tous les types d'environnements. Parmi eux, un groupe bien précis va se faire une spécialité de la vie dans les arbres, celui des primates. Ceux-ci se distinguent rapidement des autres espèces arboricoles. Ils ont des yeux placés sur le devant de la tête pour une meilleure visibilité, des pouces opposables pour mieux s'agripper aux branches, et des membres supérieurs, les bras, qui se distinguent peu à peu des membres inférieurs, les jambes. Même si ces deux caractéristiques vont surtout s'appliquer aux humains. Mais surtout, un groupe en particulier, celui des singes, développe des cerveaux de plus en plus volumineux. Plus de 20 millions d'années passent et les branches de cette vaste famille ne cessent de se diversifier. On a les lémuriens, les simiens, ou encore un autre groupe plus communément appelé celui des grands singes, qui regroupe les orang-outans, les gorilles ou encore les chimpanzés que nous connaissons aujourd'hui. Ceux-ci sont, comme leur nom l'indique, plus grands, encore plus intelligents et tissent des liens plus importants avec leurs petits, qu'ils élèvent parfois pendant des années. Mais cette fois, leur taille ne leur permet plus de sauter d'arbre en arbre. À la place, ils grimpent, se balancent et viennent de temps en temps sur le sol. Les bras et les mains deviennent de plus en plus importants, et de ce fait, plus besoin de queue. Leur ressemblance avec nous commence vraiment à être frappante. On dirait mon mari. Comment ça, mon ref? Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces animaux ne sont pas nos ancêtres directs. Pour preuve, ils sont toujours là aujourd'hui. Ce sont en fait de proches cousins. Il y a 16 millions d'années, le groupe qui englobe celui des futurs hommes et d'autres grands singes se sépare de celui des orang-outans, qui va finir par donner naissance à ce rouquin poilu qu'on connaît aujourd'hui et qui semble avoir une relation assez spéciale avec cette dame. Puis, il y a 7 millions d'années, en Afrique, la lignée des hominidés coupe les ponts avec celle du chimpanzé pour tracer sa propre voie. Ce premier ancêtre plus direct garde les caractéristiques du singe, mais son visage commence à nous être plus familier. Puis soudain, tout s'accélère. En 1972, des chercheurs découvrent en Tanzanie une série d'empreintes de pas qui semblent bien être celles d'un homme. La forme du pied humain ne fait aucun doute et on remarque que le pouce de cette créature est collé aux autres doigts, contrairement à ceux du chimpanzé ou du bonobo, qui est aussi écarté que celui des mains. Mais quelle était donc cette chose ? La réponse ne tarda pas à venir, puisque dans le même temps, des scientifiques ont retrouvé les restes d'une espèce qui pourrait bien être l'auteur de ces pas, l'Australopithèque. L'Australopithèque est donc une sorte d'hybride entre les grands singes et les futurs humains et qui a vécu en Afrique entre 4 et 2 millions d'années. Ce groupe particulier compte plusieurs espèces et tous ses membres semblent être raffiliés aux nôtres. Mais ce qui rend vraiment les Australopithèques proches de nous, ce n'est pas tant leur cerveau, dont le volume est des 2/3 inférieur au nôtre, mais leur capacité à se tenir debout et à marcher. En plus de constater que les empreintes de pas découvertes en 72 datent de la même période que les Australopithèques, la preuve ultime de cette bipédie est à mettre au crédit d'un trou important situé sous le crâne de cette créature, le foramen magnum. Alors non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de glace. C'est à travers lui que la moelle épinière vient se loger jusqu'au cerveau. La tête est donc en équilibre sur la colonne vertébrale, ce qui est la caractéristique des bipèdes. Marcher sur ses deux jambes confère de nombreux avantages à l'Australopithèque. Il peut parcourir de plus longues distances et ainsi découvrir de nouveaux territoires, tout en ayant plus de chances de s'apercevoir du danger qui rôde aux alentours. D'ailleurs, le fait d'être devenu en partie bipède a aussi changé l'orientation du bassin de ce curieux singe. Si bien que lorsqu'il fait des choses, d'adulte, la position qu'il devait adopter peut nous paraître légèrement familière. Mais l'Australopithèque a évidemment d'autres caractéristiques qui le lient à nous. Sa face avant est plus aplatie et ses yeux ont évolué pour lui permettre de voir en couleur pour mieux distinguer les fruits dont il se nourrit. Mais cela s'est fait au détriment de la vision nocturne des premiers primates, si bien que pour l'Australopithèque comme pour nous, la nuit est le royaume du sommeil. Mais si son cerveau est relativement modeste par rapport au nôtre, il n'en demeure pas moins impressionnant selon les standards du règne animal. Même s'il ne pouvait certainement pas parler, les liens entre les membres d'un même groupe devaient être déjà très étroits, et bien qu'il ne s'agissait pas d'objets très
très sophistiqués ni fabriqués, l'Australopithèque se servait déjà d'outils pour subvenir à ses besoins, comme pour déterrer de la nourriture. Ce qui n'est d'ailleurs pas si spécial car certains singes le font déjà aujourd'hui. Et la manipulation d'objets leur servait aussi à intimider un rival, car oui, l'Australopithèque n'est pas spécialement fort, et ses dents ressemblaient déjà beaucoup aux nôtres, si bien qu'elles n'avaient déjà plus grand chose à voir avec celles de ce fils de babouin. D'ailleurs, cela signifie que l'Australopithèque mangeait un peu de tout. Des fruits certes, mais aussi un peu de viande par moment, même si cela restait mineur, surtout comparé aux futurs hommes. D'ailleurs, cela nous fait une belle transition pour parler de sa place au sein de la chaîne alimentaire. Alors, inutile de faire durer le suspense, l'Australopithèque, c'est globalement une victime. Déjà, il est petit, puisqu'il ne mesurait pas plus d'1,50 m, et encore, ça c'est pour les plus grands, parce que sinon, ça tourne globalement autour du 1,20 m. Donc il ne devait pas impressionner grand monde. Sauf ce gros poilu, mais lui il compte pas vraiment. Ensuite, l'environnement dans lequel il vivait était particulièrement dangereux. Ça ressemblait globalement à la savane africaine actuelle, mais avec quelques espèces qu'on n'aurait pas aimé croiser dans les plaines. Genre ce cousin de l'éléphant appelé Deinotherium, avec ses 5 mètres de haut et ses 10 tonnes, mieux valait ne pas se mettre en travers de sa route. Mais le pire restait bien évidemment les prédateurs, et on a la preuve que de nombreux australopithèques ont servi de repas à d'anciens félins, comme le Dinophélis. Dinophélis, tueur d'australopithèques. Ces félins ne sont pas assez rapides pour attraper leur proie en pleine course. Ils préfèrent tendre des embuscades à des victimes plus lentes, qu'ils tuent vite. Et en plus de ça, ce gros chat devait être capable de monter aux arbres, un peu comme le léopard moderne. Alors imaginez la terreur des australopithèques lorsqu'ils en voyaient un. Malgré tout, ces lointains ancêtres ont dû être suffisamment ingénieux et débrouillards pour avoir survécu aussi longtemps. Ensemble, singes, forts! Enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler d'un australopithèque très connu des chercheurs. Les australopithèques sont donc très souvent représentés dans les médias qui traitent de l'histoire de l'homme, que ce soit les plus anciens, comme Sur la Terre des monstres disparus, ou de plus récents, comme les productions de la chaîne japonaise NHK. Mais certains de ces documentaires traitent d'un individu en particulier, qui a révolutionné toutes nos connaissances sur l'humanité, Lucie. Même s'il y a débat sur sa sexualité aujourd'hui, Lucie est considérée comme une femelle australopithèque qui a vécu en Éthiopie il y a un peu plus de 3 millions d'années. Son squelette, complet à 40%, fut découvert en 1974 et fut longtemps la meilleure source d'études qu'ont eu les paléontologues au sujet de l'espèce. Ces fossiles ont apporté la preuve définitive que la bipédie avait commencé là, et Lucie avait déjà toutes les principales caractéristiques physiques qui allaient perdurer chez les humains modernes. Mais l'étude de ses ossements a aussi montré les différences qu'elle avait avec nous. Elle pouvait certes marcher sur ses deux jambes, mais certainement pas de manière aussi naturelle que nous, si bien qu'elle vivait encore en partie dans les arbres. De plus, Lucie a beau être adulte, elle était très petite, même pour un australopithèque, puisqu'elle ne mesurait que 1,10 m. Mais en fait, ce beau gosse de passe-muraille, c'est pas un nain, c'est peut-être juste un lointain cousin de Lucie qui n'a pas encore eu le temps d'évoluer. Bon, si on revient un peu sur Lucie, de nombreux chercheurs se sont penchés sur les causes de sa mort. Certains pensent qu'elle s'est noyée, étant donné que ses os sont bien préservés et qu'elle n'a pas été dévorée par un prédateur. Mais étant donné qu'on trouve quelques fractures sur ses os, d'autres chercheurs affirment qu'elle a plutôt fait une chute mortelle, voire qu'elle s'est pris un coup qui l'a tuée immédiatement. Après, il y en a encore d'autres qui pensent que ces fractures ont eu lieu après sa mort. Non, c'est... Ouais, les scientifiques quand ils débattent, ça part dans tous les sens parfois. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre l'apparition de Homo habilis, qui descend peut-être d'une des espèces d'australopithèques, pour véritablement parler du genre humain. À partir de là, le cerveau des futurs hommes ne va cesser de grossir, pour leur permettre de survivre et de compenser leur faiblesse physique. Ils créeront des objets, maîtriseront le feu, tisseront des liens sociaux encore plus forts, jusqu'à adopter l'usage de la parole. Tous ces humains ne cesseront de s'améliorer à travers le temps et finiront par envahir tous les continents grâce à l'invention technologique qui allait de simples radeaux à leur époque jusqu'à des engins
inconcevable pour nos ancêtres. L'homme moderne finira par dépasser tout ce qui a été réalisé en la matière et deviendra l'espèce dominante sur Terre. Mais rien de tout cela n'aurait été possible si de très lointains ancêtres n'avaient pas eu le courage de quitter la sécurité offerte par les arbres pour s'aventurer dans le vaste monde à leurs risques et périls. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Australopithèque. On se retrouve très bientôt pour la review de Préhistorique Planète et de Sur la Terre des Géants. Sur ce, à très bientôt. Portez-vous bien.